C'est un événement historique. L'histoire de l'AES est désormais en marche. Le sommet des chefs d'État tenu le 6 juillet dernier à Niamey a permis la signature officielle de la création de la Confédération. Comment va se faire désormais la collaboration avec les pays de la CEDEAO? La CEDEAO qui affirme au cours de son dernier sommet que les citoyens de l'AES devront désormais se munir d'un visa pour entrer dans son espace et qu'il ne serait plus question pour les résidents de l'AES de résider et créer des entreprises en toute liberté. On en parle dans cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et ravi de vous retrouver sur la télévision panafricaine. Et pour en parler, je suis en compagnie de Dr Olo Pépin Yen. Il est sociopolitologue. Bonjour, docteur. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Également, sur ce plateau, je suis en compagnie de Dr Hyacinthe Ouedraogo. Il est le coordinateur adjoint du RISA, entendu par là le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur Dabira. Troisième invité sur ce plateau, Labidi Naba. Labidi Naba est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Bonjour, Labidi. Bonjour, monsieur Dabira. Bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Et enfin, Amadou Ahmed Chombiano, il est le président du collectif des Amis du Faso. Bonjour, monsieur Chombiano. Bonjour, monsieur Dabira. Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Eh bien, le retrait des trois pays de la CEDEAO aura de lourdes conséquences selon Bola Tinubu. Il est le président de la commission de la CEDEAO qui avertit que les ressortissants, je cite, de l'AES devront désormais se munir d'un visa pour entrer dans son espace et d'ajouter que les ressortissants ne pourront plus y résider ou créer librement des entreprises. C'était hier dimanche à Abuja, au Nigeria. Monsieur Chombiano, je vais commencer par vous. Quelles conséquences sur les relations? Est-ce que l'AES pourrait être amenée également à répliquer? Vous me permettrez, avant tout propos, de venir d'abord sur l'accueil hautement chaleureux du président du Faso au Niger. Voilà un spectacle. Un spectacle qui nous a fait chaud au cœur. Et en tant que Burkinabé, nous étions très heureux, très fiers de voir que notre président a un aura qui porte haut. Je dirais pas seulement au-delà du Burkina Faso, mais au-delà de la zone AES. La démonstration que le Niger nous a montrée nous réconforte sur cet homme que nous avons au devant de notre pays, nous réconforte sur la conviction de notre président et aussi du président Assimi Goïta et du président Tchani du Niger. Venant sur la question, je dirais d'abord en un premier lieu que c'est déplorable. C'est déplorable de la part de la CEDEAO. C'est déplorable en ce sens que vous vous souviendrez que c'est suite à ce genre de sanctions qu'il y a eu le retrait des trois pays. Notamment le fait de vouloir attaquer un pays membre de la CEDEAO. Et voilà que ces trois pays qui sont retirés pour décrier cette décision-là, ces sanctions inhumaines-là, voilà que la CEDEAO, au lieu de se remettre en cause, de tirer leçon et de trouver comme un charmeur qui veut séduire une demoiselle, de trouver des voies et moyens pour séduire à nouveau ces trois pays-là, qui sont des pays très importants. La superficie de ces trois pays déjà dépasse celle des pays qui restent à la CEDEAO. Parce que nous faisons 2 millions 700 000. Près de 3 millions. Près de 3 millions. Carrés. Et ils sont à 2 millions 400 000. Donc, c'est-à-dire que déjà la superficie est déjà plus grande. Et quand on laisse la superficie, qu'on parle d'économie, je vous dis, aujourd'hui, si on va prendre le poids économique des trois pays de l'AES par rapport à la CEDEAO, quand on parle généralement d'économie, on parle des ressources que nous avons. Mais ce sont des pays qui sont potentiellement riches. Je dis potentiellement parce qu'on va bientôt, avec la banque d'investissement que nous avons créée, on va bientôt mettre en valeur, on va booster nos affaires. Et quand on prend le côté puissance même, je ne vois que le Nigeria en face. Parce qu'aujourd'hui, les trois pays sont une seule armée. Mais c'est une puissance militaire qui est là. Alors, il ne faut pas... Et quand on prend aussi les relations, les ports de ces pays, CEDEAO-là, ne peuvent fonctionner qu'avec les pays enclavés qu'on dit. Même quand on veut parler de démographie, c'est plus la de démographie également. 76 millions d'habitants. Mais on ne peut pas négliger un élément aussi important pour dire qu'on va imposer des visas
Et puis même, il parle même des entreprises. Prenons l'exemple de notre frère qui est là, Bonkongo Ebomaf, qui est au Togo, qui a investi un peu partout. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en cause ce genre de relations-là, ce genre d'apport au niveau du Togo, par exemple, parce que Ebomaf apporte beaucoup au Togo. Pareil qu'au Bénin. Parce que quand on veut voir, c'est des entreprises qui sont créées. Mais comment est-ce qu'on peut les mettre en cause tout ça? Quand on parle de visa, on ne veut pas qu'on se déplace. Pendant que la CEDEAO, à sa création, c'était la libre circulation des biens, des personnes et des biens. C'était aussi dans le contexte économique. Non seulement on met un pied sur les personnes, on met aussi un pied sur l'économie. La CEDEAO, en ce moment, elle n'existe plus. On se demande mais en quoi ces gars s'asseyent pour réfléchir. Parce que si vraiment ils réfléchissent vraiment, c'est de trouver des voies et moyens pour faire en sorte que les choses aillent de façon plus en souplesse, quoi. En souplesse. Voilà. Labedi Naba, réflexion par rapport donc à ces résolutions-là de la CEDEAO. On dirait que la CEDEAO ne semble pas avoir appris ses leçons. Oui, vous savez que depuis un certain moment de l'histoire de la CEDEAO, elle a dévié de ses missions originelles. Et dès lors, elle s'est fait le porte-voix de la France qui, dans son mécanisme d'emprise sur son précaré, sa zone d'influence, a travaillé à nous maintenir dans la situation que nous connaissons, cette situation de précarité, d'avilissement et de paupérisation de nos populations. Et si fait que les coups d'État qui ont eu lieu tout dernièrement au Mali, au Burkina et au Niger ont permis de voir et de pouvoir apprécier ce comportement de procuration de cette CEDEAO. Vous avez vu les sanctions inhumaines, ces sanctions inimaginables qui a abouti à la création même de l'AES. Tout à fait. Avoir de telles sanctions. Tout à fait. Donc, tout simplement pour dire que la CEDEAO, malheureusement, n'apprend pas de ces leçons. Et c'est une raison qui consolide la décision de nos chefs d'État d'aller ensemble dans cette confédération des États du Sahel. Et aussi, c'est dire que la CEDEAO, vraiment, pensant opposer à ces pays-là des visas ou toute autre forme d'austérité, hein, amène nos pays qui ont mûri en fait leur décision à consolider non seulement au plan intérieur leur production, au plan intérieur leur économie, donc leur maillage militaire pour répondre à l'île terroriste. La CEDEAO n'a pas compris en réalité que nos pays ont fait un choix conscient d'avancer dans cette confédération d'États-là. Et c'est malheureux parce que tout ce que la CEDEAO pourra prendre comme décision, mais en termes de réciprocité diplomatique et de toute nature, les pays de l'AES pourraient le faire. Et je termine en disant que il faudra que les pays comme la Côte d'Ivoire sachent, surtout le président Alassane Ouattara, hein, c'est ça, Ouattara, comprennent que sa base électorale là-bas, là, mais en toute sincérité, mais il y a cette influence de Burkinabé, hein, qui constitue et qui ont constitué au niveau du Nord cette base électorale et que amener la CEDEAO à une telle décision serait se tirer une balle dans le pied. Et c'est autant... Mais Alassane Dramane Ouattara qui a reçu récemment le président angolais João Lourenço
le demandant de mener la médiation avec les pays du Sahel, et une telle décision qui tombe, c'est finalement ne rien comprendre. Mais c'est ça, vous savez. C'est une feuille de route trouvée peut-être pour les Non, c'est toujours les subterfuges qu'on nous a toujours fait voir. Docteur, comment est-ce que vous analysez cette situation, ces décisions-là sorties du dernier sommet de la CEDEAO? Oui, mais d'abord, est-ce que c'est une décision? C'est la question que je me pose. Voilà, parce que lorsque j'ai vu les résolutions qui ont été prises, je pense que peut-être que je n'ai pas toute l'information, mais il y avait jusqu'à 6 points. Voilà. Mais à aucun moment je n'ai vu. Voilà, un point qui par rapport au visa, ça a été évoqué. Par rapport au visa, oui. Mais il me semble que ça a été évoqué lors des échanges. Voilà. Et c'est pour ici montrer les conséquences prévisibles. Voilà, au cas où l'AES maintiendrait sa position de ne pas réintégrer la CEDEAO. Voilà. Mais je ne pense pas si ça a été l'objet d'une résolution. Là, peut-être qu'il faut qu'on m'informe parce que voilà, je ne suis pas totalement informé. Mais c'est déjà indiqué ici les conséquences que l'AES pourrait, les conséquences qui pourraient en découler donc de leur retrait définitif. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Maintenant, dit qu'il faut imposer donc les visas et autres. Et moi, je pense qu'à ce niveau, si on doit s'en tenir au principe, ça ne pose aucun problème. Voilà, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Oui, puisque dès lors que les pays ne sont plus dans des relations de coopération, et ici mis par un espace communautaire, tout. C'est comme les autres pays. Si vous voulez aller en Afrique centrale et autres, on vous impose le visa. Bon, ce qui est contraire à la volonté de l'Union africaine aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, c'est quoi? En imposant le visa, c'est-à-dire c'est pour marquer le divorce. En soi, le divorce est définitif. Vous quittez, bon, voilà les conséquences. Nous aussi, on vous impose le visa d'entrée. Voilà. Donc, c'est ce que la CEDEAO veut faire croire. Mais c'est dommage que ce soit ainsi. Voilà. Parce que à la dernière rencontre, le premier sommet de l'AES, je pense que dans le communiqué, dans la déclaration, au niveau du premier point géopolitique, il a été clairement dit, le diagnostic est clair, que depuis les pays de l'AES accusent la CEDEAO d'être à l'origine donc de l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération. Donc, en voulant brandir ce spectre donc, des visas et autres là, ça vient donc donner raison justement au diagnostic qui vient d'être fait. Parce qu'en quoi ça incarne les valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération. Donc ça donne déjà raison ici. Ça dit qu'aux pays de l'AES qui ont fait le diagnostic voilà, et qui ont justifié leur retrait par cette dégradation accélérée donc des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération. C'est ce qu'il faut relever. Et l'AES qui entend travailler à cela en son sein. Oui, en son sein. Voilà. Mais je pense que chaque pays est souverain, même s'il est membre de la communauté économique qui est la CEDEAO. Voilà. Et en temps opportun, je pense que chaque pays se déterminera en fonction de ses intérêts, déterminer le type de rapport qu'il veut entretenir avec les pays de l'AES en fonction de ses intérêts. Et il y a des pays, je ne pense pas si ces pays-là vont imposer le visa aux pays membres de l'AES pour entrer sur leur territoire. Si ces pays-là le font, comme venait de dire Labidi, c'est qu'ils ont choisi donc de tirer une balle sur leur propre pied. Alors, réflexion, docteur, par rapport justement à ce dernier sommet-là de la CEDEAO, et qu'est-ce que l'AES a à gagner ou perdre si toutefois ces résolutions venaient à être prises? Bon, moi je pense que déjà même qu'ils sont en train de s'activer pour engager ces leviers-là, moi je pense que c'est bien parce que c'est une reconnaissance. Que c'est une bonne chose? En fait, au niveau donc même de l'existence même de l'AES, c'est, je peux dire, c'est peut-être l'acte là quand même à mon sens est en train donc de nous faire comprendre que la CEDEAO, même si ils sont encore dans la posture de la négociation pour nous faire revenir, c'est comme s'ils sont en train d'acter aussi le divorce. Donc, à partir de maintenant, la CEDEAO nous dit que elle a pris acte, elle est consciente de l'existence de l'AES. Alors que jusqu'à récemment, c'était le déni de cette réalité
et que, dans leur entendement, l'AES, la sortie donc de la CEDEAO, de l'AES, n'était pas fondée et que c'est comme si elle avait même refusé de reconnaître l'existence de l'AES. Et pour moi, à partir donc de ces mesures qui ont été prises là, l'AES aussi doit être consciente qu'elle est libre et elle a en face d'elle des défis. Comme vous l'avez dit, moi je pense que ce n'est pas à nous d'opter pour la fermeture, d'opter pour aller de façon frontale contre la CEDEAO. Mais si c'est elle qui exhibe ces sanctions, qui érige des barrières autour donc, des pays de la CEDEAO, il faut que nous tombions aussi dans les mesures de réciprocité. Parce que s'il y a barrière douanière, s'il y a donc imposition de visa, s'il y a donc de nouvelles règles qui doivent conditionner la création ou quoi, le fonctionnement des entreprises, tout le monde a à gagner, tout le monde a à perdre. Et je ne pense pas que, peut-être dans leur entendement, c'est l'AES qui va en souffrir. Mais moi, je ne suis pas sûr. Si aujourd'hui aussi, on doit imposer le visa à tous les citoyens... Vous n'êtes pas sûr que l'AES puisse souffrir dans ce bras de fer là, avec tout le monde va souffrir et tout le monde va gagner quelque chose. Et moi, je pense que les grandes nations même, les grandes confédérations ou les fédérations même se construisent de par les moments difficiles. Et plus on va nous acculer, plus nous allons développer des réflexes qui vont nous amener à survivre. Personne n'aurait cru que le Mali aurait survécu. On avait entendu donc une conversation qui a fuité de Alassane Ouattara avec un monsieur qui disait que non, dans un mois, ils vont craquer. C'est depuis 2021. Ensuite, on n'aurait pas cru que le Niger allait s'en sortir. Il faut que les gens... Je pense que même cette question des sanctions ou des embargos, on a vu dans le monde des embargos contre Cuba, contre la Libye, mais ça n'a jamais empêché à ces pays-là de poursuivre leur évolution et de se construire. Revenant sur l'AES, comme je le disais, aujourd'hui, je crois qu'il y a assez de nombreux citoyens de la CEDEAO aussi qui se retrouvent dans l'espace AES. Je prends seulement le Nigeria. Il y a combien de Nigériens au Burkina Faso? Il y a combien de Nigériens au Niger, d'ailleurs des pays qui partagent une frontière, ou au Mali? Si aujourd'hui la diaspora nigériane va souffrir de l'imposition de visa dans l'espace AES, je pense que ça va porter aussi un coup à l'économie nigériane. Et je pense que c'est mieux que nous allions dans de bons sentiments de fraternité. Nous ne sommes plus ensemble. Il y a un minimum de précautions qu'on doit prendre. Mais qu'on n'aille pas dans cette inimitié naissante-là, parce que ni l'AES, ni la CEDEAO... On est amené à vivre et à cohabiter ensemble. Alors, M. Tchombiano, la présidence tournante revient pour la première année au président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, et le Burkina Faso abritera la première session parlementaire de notre confédération. Appréciation par rapport à l'organisation de tout cela. Oui, si vous permettez une petite parenthèse, je voudrais revenir sur le cas de la CEDEAO pour dire que quand on essaie de voir un peu les pays membres de la CEDEAO, voyons aujourd'hui les pays qui constituent ces pays membres de la CEDEAO. C'était 15 au départ. Ils sont partis, il reste 12. Ces 12-là, lorsqu'on va vraiment regarder, même sur le microscope, en dehors du Nigeria, je ne pense pas que les autres peuvent faire le poids. Parce que la plupart des gens sont dépendants même, entre griffes, des pays de l'AES. Le Niger, le Bénin, le Togo même d'ailleurs qui cherche à se joindre, non. Il y a possibilité que le oui, il y a fort possibilité. Bien sûr. L'AES. Suivez, parce que je pense même qu'il y a certainement 3 des pays qui vont peut-être rejoindre l'AES. 3 des pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire dépend entièrement de l'AES, des pays de l'AES. Aujourd'hui, quand on prenait la Côte d'Ivoire, la population même ivoirienne, elle est majoritairement des pays de l'AES. Vous voyez les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Sénégalais, et les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais ça c'est difficile à la Côte d'Ivoire, au pays de la CEDEAO, dans leur ensemble, en dehors de peut-être Cap-Vert et c'est pas Nigeria et autres, d'appliquer cette affaire de visa là, parce que ça sera
ça sera réciproque. Si vous nous imposez, on va vous imposer. Ça sera une situation très difficile pour la CEDEAO. Moi, j'ai dit, dans cette affaire-là, l'AES n'a pas à trop craindre parce que, déjà, nous parlons de revoir nos routes pour pouvoir rendre plus fluide nos circulations. Nous parlons de voir nos tracasseries, etc., nos trucs administratifs, tout ça, pour pouvoir permettre qu'il y ait une fluidité. La libre circulation des personnes et des marchandises. Voilà, je pense que nous n'avons pas à avoir peur de cette affaire de visa-là. Parce que, au contraire, ce sont eux qui vont nous cotiser par la suite. Venant sur le cas de la présence déjà de Assimi Goïta, j'ai dit c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que voici déjà quelqu'un vers lequel il fallait d'abord se tourner. Je dirais même chapeau à Assimi Goïta parce qu'il nous a déjà donné l'exemple au départ. Et il nous a donné la conviction que les choses pouvaient aller. Et quand notre premier président pushiste en griffe Damiba est venu, ça ne peut pas suivre. Mais Ibrahim Traoré nous a montré que c'était le chemin. Et effectivement, ce chemin que nous avons suivi est en train de nous conduire vraiment à une véritable souveraineté. Parce que si on persévère, nous serons bientôt des pays souverains. C'est vrai qu'on va en souffrir comme nous sommes en train de souffrir. Le Niger est venu s'ajouter. Et aujourd'hui, ces trois pays doivent aller dans une solidarité, dans une entente sans faille. C'est-à-dire que ces trois présidents-là, ils doivent avoir une amitié, une fraternité qui ne va souffrir d'aucun bisbille, d'aucun... Une amitié qui est déjà visible. Hein. Vous voilà. parlé de l'accueil triomphal du président au Niger. Tout à fait. Pareil que l'accueil de Assimi Goïta. Oui. Et donc, Assimi Goïta, président, je dis, c'est lui qu'il fallait être déjà le premier président de la Confédération et le Burkina Faso qui abritera la session parlementaire. Tout à fait. Je pense même que c'est le Burkina Faso qui va abriter la banque d'investissement. C'est Bamako, je crois. Mali. Non. C'est Bamako? Ok. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'on parle même d'une banque centrale. Parce que quand ils ont parlé de banque d'investissement, vous savez que dans la salle, les gens ont crié parce qu'ils ont peut-être cru entendre banque centrale. Parce que les gens attendent cette affaire de monnaie-là. Oui. Et on va très bientôt y arriver. Et c'est pourquoi j'ai dit la CEDEAO va bientôt souffrir au lieu de négocier, de chercher à faire en sorte que ces trois pays reviennent. Ils sont en train de prendre des sanctions qui vont biaiser leur système à eux-mêmes. Parlant même de la monnaie, est-ce que ce n'est pas l'un des défis phares pour l'AES qui reste justement à relever, quoique difficile à produire? On a vu récemment l'infiltration de monnaie CFA, comme on le sait. Si on n'a pas notre monnaie, le CFA continuera toujours à être cet instrument-là de financement du terrorisme. Si on a notre propre monnaie, il va sans dire que le terrorisme va prendre un coup. Et M. Dabira, je vous dis, le CFA même qui a été produit ailleurs qu'à Charles-Michel, comment dire, voilà, qui a été produit ailleurs rien que pour injecter le terrorisme. Parce que la France, attention, elle est capable de tout. Voilà. Et donc, nous sommes dans l'impératif, nous sommes dans l'obligation de faire en sorte, certainement que nos experts sont en train de travailler là-dessus, mais il faut que bientôt notre monnaie sorte. Parce que ça sera la libération. Sinon, ça sera difficile. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, si on n'a pas notre monnaie, on est en train de patauger un peu quoi. Mais il faut connaître cette monnaie-là qui va définitivement nous libérer. Définitivement nous libérer, l'Abidi, par rapport à l'organisation de la Confédération, avec le Mali qui prend la première année et le Burkina Faso la session parlementaire. Oui, il faut dire que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que après la Confédération des États du Sahel et le choix du président colonel Assimi Goïta pour la présider en sa première année, c'est donner au roi toute sa royauté. Vous savez que, je l'ai dit très souvent, le précurseur de la souveraineté, de la dynamique souverainiste dans l'espace Sahel, dans nos temps actuels, c'est bien Assimi Goïta. Nous l'avons crié pour que les chefs d'État qui nous dirigeaient là, Roch, ensuite Damiba, l'entendent pour suivre cette voie. Ils ne l'ont pas suivi. Aujourd'hui, nous avons la meilleure dynamique
nous avons le camarade capitaine Ibrahim Traoré qui emboîte la même dynamique souverainiste. Donc, à la création de cette confédération, il lui fallut, et c'est le pays dans lequel aussi, hein, le putsch, hein, qui a opéré la rupture avec l'impérialisme français et sa cohorte, hein, de bandes d'exploiteurs, c'est fait. Et donc, rien que pour ça, il faut donner encore ce leadership, hein, de présider la Confédération des États du Sahel au président Assimi Goïta. Bien sûr, les deux présidents seront à côté pour appuyer et jouer le rôle, en tout cas dans une certaine conjugaison, comme ils l'ont su bien faire depuis septembre 2022, quand ils ont annoncé l'Alliance des États du Sahel. Je vais terminer sur cette question pour revenir sur la banque, oui, la banque d'investissement. Voilà, la banque d'investissement. Je pense que selon les résolutions, et là j'emboîte le pas de M. Pépin, dans les résolutions, le visa ne ressort pas. Ça a été débattu lors des échanges. Voilà, des échanges. Mais c'est bien que nous en parlons. Parce que ces gens-là, ils vont advenir à ça dans peu de temps. Puisqu'ils ne voient pas et ils n'apprennent pas les leçons. Ils n'apprennent pas les leçons de leurs échecs, les leçons de leurs erreurs. Donc, la session parlementaire aura lieu. La première session aura lieu au Burkina Faso. Et la banque d'investissement, c'est ce que je voulais dire, va aboutir forcément, en tout cas va créer le cadre nécessaire pour nous de nous doter de notre propre monnaie. Parce que sans ça, on ne pourra pas avancer dans ce combat-là. Venir à bout de l'île terroriste. Alors, docteur Kolo Pépin, alors les chefs d'État ont décidé de doter la Confédération, on a dit, d'instruments propres pour le financement de la politique économique et sociale. On dira que l'unique option espérée pour justement atteindre cette souveraineté dans l'espace. Si on arrive à financer nos instruments par nos propres moyens, la souveraineté viendra certainement par... Oui, mais bien sûr, la souveraineté, c'est ça. C'est-à-dire être en mesure de s'autosuffire, quitte à ce que, avec les relations de partenariat, qu'on puisse prendre ce qui n'est pas chez nous avec les autres pour compléter. Voilà. Mais donc, la mise en place de la banque d'investissement sera un levier assez sûr pour ici propulser le développement. Voilà. Parce qu'il y a un certain nombre de projets et je pense que l'AES a déjà donc élaboré ou entend donc réaliser, notamment au niveau des infrastructures routières, voilà, donc au niveau du secteur minier, voilà, au niveau du transport. Il y a pas mal quand même de choses qu'il faut faire. Et pour cela quand même, s'il y a une banque d'investissement, et je dis quand même c'est déjà voilà, un levier sûr, en tout cas pour propulser le développement socio-économique de l'AES. Voilà. Donc je sais que beaucoup ont souhaité que ce soit une banque centrale. Voilà. Et déjà quand on parle de banque centrale, on voit déjà la question de la monnaie. Voilà. Mais je me dis quand même que c'est un processus assez complexe. C'est assez complexe. C'est assez complexe et très délicat à la fois. Voilà. Donc ça demande quand même qu'on soit patient et qu'on laisse les experts faire leur travail en toute sérénité et en toute discrétion. Et je pense qu'en temps opportun, le moment venu, et s'il y a des décisions à prendre dans ce sens, nos autorités sauront prendre la bonne décision. Voilà. C'est déjà bon de savoir que c'est un projet. Oui, c'est un projet. Mais déjà, la mise en place d'une banque d'investissement sera une étape qui doit nous permettre d'aller vers la banque centrale. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc l'organisation de l'AES, comme vous l'avez dit, le choix donc du Niger pour abriter donc ce premier sommet. Voilà. Et là, il faut dire le Niger a été un symbole. C'était donc le symbole de l'union de ces trois pays. Vous voyez que quand la CEDEAO a menacé d'attaquer, et tout de suite, la première synergie, ou même la première action unitaire donc, qui a été donc enclenchée, c'est maintenant la solidarité face
à l'attaque du Niger, où le Mali et le Burkina clairement ont exprimé donc leur volonté, ou du moins ont pris la décision de se joindre au Niger au cas où la CEDEAO venait attaquer. Donc du coup, cette alliance ça est partie, ou du moins le Niger a permis d'accélérer donc cette alliance. Donc c'est un symbole de solidarité. Et en plus de ça, il faut comprendre quand même que ça a été fait dans la pure tradition africaine. Le général Tchani, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est le plus ancien dans les grades le plus élevés. C'est ça. Donc en tant que Koro, du collège, quand même, des pays de l'AUS, quand même, il faut que les petits frères se retrouvent sur le Coran. Bon, pour quand même. C'est dans la pure tradition voilà, africaine. C'est dans la pure tradition africaine. C'est ce que j'ai compris. Et aussi, au niveau du Burkina, bon, quand même, il faut que nous aussi, bon, quand même, on nous laisse jouer un rôle. La première session parlementaire sera abritée ici. Et le choix de Assimi Goïta, et comme certains l'ont relevé, et je suis d'accord, on peut dire qu'il est le pionnier dans tout ça. Il a été le premier donc engagé. Voilà, le combat souverainiste qui a inspiré son combat, a inspiré ici les autres. Donc du coup, bon, quand même qu'il soit le premier à diriger donc l'AES, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra aller au-delà donc de cet aspect diplomatique, comme je l'ai dit. L'échec des unions politiques qu'on a connues de par le passé, c'est parce que ça restait à un stade purement diplomatique. Il faut aller vers la mise en place des organes. Des organes qui vont donc structurer l'AES. Il faut mettre des organes de fonctionnement en place. Il faut mettre un personnel qualifié pour le bon fonctionnement de ces institutions, de ces organes. Sinon, si ça reste au stade diplomatique, ça risque de connaître le même sort que les unions politiques qui ont échoué, rien que voilà, par manque d'organes. Donc il faut restructurer, il faut mettre des organes, il faut mettre un personnel qualifié en place pour que cette institution confédérale-là puisse tenir longtemps. Instruction a été donnée au ministre de Travail sur un certain nombre d'éléments en ce sens. Alors, docteur Hyacinthe Ouédraogo, appréciation par rapport à l'organisation donc des premières années. Ok, chaque fois j'ai le malheur de parler en dernière position, c'est plus ou moins répéter ce que les autres ont dit. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter? Juste dire que Assimi Goïta a été désigné donc pour cette présidence tournante-là, pour cette première, l'an 1, moi je pense que c'est bien vu, comme ils l'ont dit, parce qu'il incarne le leadership qui guide, qui en tout cas oriente la dynamique qui prévaut actuellement au sein de l'espace AES. On sait même que nous sommes dans une rupture totale vis-à-vis donc de la France et nous nous sommes orientés vers d'autres partenaires. Et tout ça, on sait que quand le capitaine Traoré est arrivé, il s'est approché donc du président Goïta pour en tout cas opérer la rupture, pour se rapprocher donc de la Russie et d'autres partenaires que nous connaissons comme la Turquie et autres. Et quand aussi le général Tchani est arrivé au Niger, il a aussi opté pour la même rupture. Donc je crois que en tout cas dans l'espace, il est un leader, que ce soit donc dans les actions diplomatiques, que ce soit donc même dans l'acquisition de l'arsenal. On sait aujourd'hui que la plupart de nos armes, c'est toujours donc au niveau alternatif que nous avons pu les acquérir. Et c'est, avec le Niger, c'est grâce donc en tout cas au sillon déjà tracé par Assimi Goïta que les options ont été en tout cas facilitées. La question donc de la monnaie. Moi je suis pour deux options. Deux options. En fait, je vais dire que je ne suis pas pour qu'on aille vite, mais je ne suis pas aussi pour qu'on attende trop. Comme l'a dit mon co-débatteur, le docteur... c'est vrai que c'est difficile d'y arriver, oui. mais sans ça, oui. venir à bout de l'île terroriste... Oui, c'est-à-dire que si on est dans la précipitation, on risque de sortir une monnaie qui va tomber dans le piège de ce qu'avait connu le Mali ou la Guinée, surtout qu'on est attendu. Et si cette monnaie sort et elle ne tient pas, ce fiasco va même rendre peu crédible le projet même AES. Donc il faut aller avec toutes les garanties possibles. Mais en même temps aussi, il ne faut pas perdre beaucoup de temps parce qu'au sommet donc, de la CEDEAO, hier, il a été question de réactiver l'écho
qui sera donc cette monnaie CEDEAO qui avait été torpillée par Macron et autres et qui avait donc connu, en tout cas, qui avait perdu son élan. Si cette monnaie est réactivée, et qu'est-ce qui prouve que cette monnaie n'est pas aussi, ne sera pas exhibée contre l'AES? Si c'est une monnaie CEDEAO, nous ne sommes pas dans la CEDEAO, et que d'ici 6 mois, on dit qu'il n'y a plus de francs CFA, on passe à l'éco, qui est la monnaie CEDEAO, et nous n'y sommes pas. En ce moment, nous sommes coincés. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects pour aller lentement, sûrement, mais aussi ne pas se faire surprendre par cette CEDEAO qui est toujours l'instrument de la France qui peut à tout moment nous surprendre dans le but donc de saborder les luttes que nous menons. Alors, voilà. Quand vous avez parcouru le communiqué final, quelle est la résolution qui vous a le plus séduit, j'allais dire? Moi, je peux dire, résolution, moi, je pense que c'est la banque d'investissement. C'est la banque d'investissement. Oui, c'est le nerf de la guerre. Et comme l'a dit docteur Olo Pépin, il y a eu tellement de mesures en Afrique qui sont restées lettres mortes, des coquilles vides. On a vu le G5 Sahel. S'il n'a pas tenu, c'est parce qu'on s'attendait à ce que la France ou même l'ONU interviennent pour l'équipement, pour le financement. C'est resté comme ça. 2014, 2017, on a parlé de la force conjointe du G5 Sahel. Ça n'a jamais été très opérationnel. Et 2017 aussi, on a parlé de l'initiative d'Accra, qui n'a jamais aussi pu, en tout cas jusqu'à récemment, on en parlait, mais qui n'a pas les leviers au niveau endogène. Mais si aujourd'hui, l'AES, dès donc qu'on a parlé de confédération, de l'Alliance des États du Sahel, en même temps on parle de banque d'investissement, c'est parce qu'on a compris que le nœud du problème, ce ne sont pas les idées, mais c'est comment financer. Parce que vous n'avez pas une politique de financement, une politique de maîtrise de comment est-ce que toutes les décisions seront financées, seront planifiées, alors rien ne va marcher. Je suis sûr que cette banque d'investissement, si elle est opérationnelle, nous avons de la richesse dans l'espace AES. Nous avons, comme on l'a dit ce matin, près de 80 millions. C'est un grand marché. Et c'est aussi un potentiel de production de richesse. Nous ne manquerons pas de levier pour alimenter cette banque d'investissement qui sera, j'allais dire même, la source de financement de tout ce que nous allons faire. Parce qu'il y aura un moment donné, et ce n'est pas les pays qui vont mettre la main dans la poche pour financer les sessions comme sessions parlementaires et beaucoup d'autres choses. Mais il faudra donc trouver, passer par cette banque-là pour le faire. Et aujourd'hui, on parle par exemple, l'une des mesures qui m'enchante aussi, c'est cette force conjointe, c'est vrai qu'elle était déjà opérationnelle, mais qui rentre dans une nouvelle dimension. Je pense qu'on aura davantage la capacité de nous équiper, de nous surarmer. Et je pense à Cheikh Anta Diop qui disait que la sécurité précède le développement. Et si nous pouvons aujourd'hui financer une armée commune AES, une armée qui va monter en puissance et qui peut traquer les terroristes partout, et même être une armée qui dissuade l'ennemi. Aujourd'hui, si l'AES existe, c'est parce que, comme le disait le docteur Olo, il y avait eu une convergence des forces militaires pour protéger le Niger. Si le Niger était seul, c'est sûr qu'actuellement, Abderrahmane ne serait pas président. Il faut d'abord même si Bazoum ne revenait pas au pouvoir, aujourd'hui, l'élan était brisé. Alors, donc je pense que ces deux mesures, veiller sur la sécurité, la défense et la sécurité, et surtout réfléchir sur comment financer nous-mêmes sans compter sur l'extérieur. Je ne dis pas que l'extérieur ne viendra pas. Il y a les brises qui sont là et nous pouvons aussi avoir des partenaires à l'étranger. Mais je pense que le regard de la banque d'investissement sera plus tourné vers les ressources endogènes que nous avons. Alors, Monsieur Tchombiano, les résolutions qui vous ont le plus séduit dans le communiqué final? Moi, ce qui m'a le plus séduit, c'est parler d'une seule voix, d'une même voix. Au plan diplomatique. C'est ce qui m'a le plus séduit. Parce que nous parlons de confédération. Et nous parlons dans l'espoir d'une fédération. Comme l'a dit si bien le président Assimi Goïta. Et donc, quand on parle de parler d'une seule voix, d'une même voix, ça veut dire que déjà, il y a cette unition-là. Ça veut dire que déjà, nous sommes un. C'est-à-dire qu'on met de côté les trois entités, les trois pays, on ne parle que AES.
Et tout ce qu'on fera, que ce soit dans le domaine de la banque, que ce soit dans le domaine de booster nos économies, que ce soit dans le domaine militaire, défense, sécurité, c'est d'une seule voie, c'est de la même voie. Et donc je pense que c'est cette résolution qui est la plus importante à mes yeux. Pour moi, lorsqu'on parle de la monnaie, moi je n'ai pas d'inquiétude. Je me dis, nous avons des experts qui sont des gens du domaine, qui depuis fort longtemps déjà, ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé, depuis fort longtemps ils sont en train d'étudier la chose, et notre monnaie va sortir incessamment. Moi, je ne m'inquiète pas que l'euro arrive ou que le CFA soit ci ou ça. Moi, je suis convaincu que très bientôt, nous sommes à la confédération de l'AES, nous serons bientôt avec la monnaie de l'AES. Et donc, cette banque-là, elle est là, la banque d'investissement, elle est là pour... C'est un peu un début de la banque centrale. C'est-à-dire que ça annonce déjà les couleurs. Très bientôt, nous allons voir notre monnaie. Et nous allons pousser un ouvre de soulagement parce qu'on va forcément sortir de ce carcan-là de CEDEAO et de pression qui nous viennent, non seulement de la CEDEAO, mais qui nous viennent d'ailleurs. Voilà, parce qu'on pense qu'ils ne pourront pas. Mais pourtant, c'est une puissance qui est en train de naître et que bientôt, on va se rendre compte qu'effectivement, on devrait dû faire attention à ces 3 pays de l'AES-là parce que le chemin qu'ils sont en train de prendre, c'est ce chemin qui est le salut de l'Afrique, le chemin de la souveraineté. On ne peut être souverain que lorsqu'on ne s'assume pas soi-même, lorsqu'on n'est pas convaincu de ce qu'on veut. Alors que nos chefs d'État qui sont là sont sûrs du chemin qu'ils ont emprunté. Et donc, ils n'ont aucun doute sur le fait que les visas n'auront pas d'influence sur nous, sur le fait qu'on n'aura pas notre propre monnaie à nous, sur le fait que notre économie ne sera pas boostée, sur le fait que nous ne pourrons pas faire nos transactions maritimes, etc. Ils n'ont aucun souci là-dessus. Parce qu'ils sont déjà convaincus de tout, ils ont déjà tout étudié. Avec les partenaires qu'ils ont, c'est pourquoi ils sont allés à ce sommet-là, à ce premier sommet, pour dire voilà ce que nous deviendrons désormais, voilà ce que nous entendons faire. Et nous, population, nous devrons être accrochés à nos dirigeants. Nous devons vraiment les soutenir, les booster, les accompagner en tout ce qu'ils font parce que nous sommes convaincus que nous avons des lendemains meilleurs. Moi, je suis convaincu que la CEDEAO ne peut absolument rien faire, que ce soit avec ses visas, que ce soit avec ses menaces économiques, etc. Ne pourra pas faire sur ces 3 pays-là, sur cette CEDEAO, AES-là, qui est en train de naître avec sa puissance superficielle, avec sa puissance démographique, avec sa puissance militaire, avec toutes ces puissances qu'elle a. Et très bientôt, moi je dis très bientôt... Les ressources naturelles. Les ressources naturelles et tout. Moi je dis très bientôt en Afrique, beaucoup vont vouloir emboîter le pas. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, beaucoup vont bientôt s'unir. Parce que c'est dans cette union-là que l'Afrique va renaître à nouveau. C'est dans cette union que nous aurons l'Afrique qui devrait depuis longtemps se manifester. Parce qu'il y a longtemps que nous subissons de l'Occident, nous subissons des Asiatiques et autres, mais c'est l'AES qui est en train de réveiller l'Afrique. Et c'est l'AES auquel nous croyons, nous avons foi en ces 3 hommes-là, que nous disons que bientôt, les autres vont, dans les autres régions de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître, et la CEDEAO sera obligée, déjà commençant par certains pays de la CEDEAO, de pouvoir rallier l'AES. N'étant pas forcément AES, mais parce qu'on va pas... Il faut qu'on fasse attention de ne pas élargir à l'AES, de ne pas ouvrir l'AES comme ça à tous les pays. Il faut qu'on prenne le temps de travailler à notre sein. Le Togo va venir certainement, ça sera un partenaire. Peut-être que le Bénin va venir. Peut-être que la Guinée viendra. Mais il faut qu'on fasse attention de déjà mettre tous ces pays-là dans le sein de l'AES, parce que l'AES ne peut mieux exister qu'avec ces 3 pays-là. Et maintenant, on peut avoir des partenaires. Et puis, c'est de travailler en sorte qu'on puisse avancer ensemble. Il faut aller lentement, mais sûrement. Labedi Nawa, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans le communiqué final? Bon, il faut dire, sans nul doute, au-delà de ma personne, ce qui a séduit beaucoup de Burkinabés et beaucoup de gens dans l'espace AES est sans nul doute la mise en place de cette force conjointe pour faire face à l'hydre terroriste, parce que des subterfuges comme Barkhane, le G5 Sahel, qui n'ont été efficaces que de nom et de sommet, de rendez-vous budgétivores dans d'autres pays, en France et un peu partout dans le monde, n'ont pas donné un impact véritable sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Et quand ces instruments sont partis, qu'est-ce que nos armées avaient? Rien. Ils n'avaient ni chars, ni mitraillettes, ni munitions. La formation aussi
n'était pas ça. Donc aujourd'hui, que nous-mêmes nous réfléchissions à ce que, à une force conjointe, endogène, je pense que c'est quelque chose de très populaire. Deuxièmement, c'est cette banque d'investissement qui est un prélude pour moi, hein, à ce que, voilà, à la mise en place de cette monnaie, de l'AES. Et à ce niveau, il faut le dire clairement, hein, il faut que nous allons vite et bien. Parce que le franc CFA est une escroquerie. C'est comme quand, permettez-moi cet exemple, hein, quand on va dans un maquis et on vous donne ce bout de papier que avoir. Pendant qu'on devrait avoir la monnaie pour vous donner votre monnaie, on vous donne un bout de papier. Vous ne pouvez pas dépenser ce bout de papier dans n'importe quelle autre boutique. Il faut revenir dans le même coin pour donner l'avoir. Le franc CFA, c'est ça. Dans le marché international, tu tiens tes francs CFA, à Dubaï, tu ne peux rien payer. C'est du chiffon, c'est du papier. Tu vas aux États-Unis, en Chine, à Singapour, tu ne peux rien faire avec. Même en France, qui l'imprime, tu ne peux rien faire avec. Mais de qui se fout-on? C'est pourquoi la mise en place de cette banque d'investissement est aussi populaire et ça va nous amener justement à prendre notre indépendance monétaire. Et moi, je voudrais inviter les peuples de l'AES à se mettre en rang de bataille et aussi à être prêts au sacrifice. Parce que ce que nous allons opérer, la transformation que nous voulons opérer, va nécessiter, peut-être même au prix, je parle de ceux qui sont en ville comme nous, hein, va souvent demander, nous demander le sacrifice suprême. Nous devons être prêts à ça pour sauver la postérité. Pour sauver la postérité, voilà donc qui est très intéressant. Docteur, alors qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans le communiqué final et quelles sont les chances de réussite de l'AES? On va faire un tour de table là-dessus avant de clôturer. Bon, moi c'est le côté diplomatique, hein, comme lui parler oui. d'une même voix. Oui, parler d'une même voix. Dans un contexte géopolitique aujourd'hui, je pense quand même l'urgence aujourd'hui, le plus urgent aujourd'hui, c'est que les pays de l'AES arrivent à parler d'une même voix et à regarder dans la même direction. Voilà, c'est très important. Parce que tant qu'il n'y a pas cette synergie d'action au plan diplomatique, ça va quand même poser problème. Voilà. Et si ils arrivent donc à parler de la même voix, à avoir les mêmes prises de position, je pense que ça va impacter les autres domaines. Voilà. Même le domaine militaire, le domaine économique. Ça fait partie des chances de réussite de la Confédération. Confédération. Des chances de réussite de la Confédération. Voilà. C'est le côté diplomatique qui constitue donc le chapeau. Voilà, et qui va chapeauter tous les autres domaines, tous les autres secteurs. Voilà, pour que l'AES puisse vraiment vivre en tant qu'espace, un espace politique, géopolitique, vraiment qui puisse en tout cas s'imposer au plan international. Parce qu'il s'agit de là. Donc dans les rapports avec les autres États, et je pense que cette union diplomatique va vraiment déterminer. Voilà, parce qu'il ne s'agira pas, par exemple, si on prend le cas du domaine minier, mais il ne faudra pas qu'une société vienne aller au Mali, il signe 10% au Mali, et il vient au Burkina, il signe peut-être 12%, et il part au Niger, il signe 6%. Non. C'est la diplomatie qui doit nous amener ici à avoir une même politique minière, une même politique militaire, une même politique économique et une même politique culturelle et autres. Voilà. Okay, très donc c'est l'élément le plus important. Le plus important. On a moins de 5 minutes. On va faire le tour de la table en poursuivant. Docteur, en quelques mots, les chances de réussite de la Confédération. En quelques mots. Je pense que nous avons 100% de chances de réussite. Tout est question de volonté politique et aussi d'enthousiasme ou de disponibilité des populations à accompagner. Et quand on voit la ferveur qui anime l'AES, les populations actuellement, en dépit des souffrances, en dépit du terrorisme
l'enthousiasme de l'AES est la preuve, l'enthousiasme populaire est la preuve que les populations accompagnent les dirigeants. Voilà pourquoi moi je pense que, et ce que nous avons comme espace, ce que nous avons comme ressources naturelles, ce que nous avons aussi comme partenaires à l'international. Et dans ce monde même où l'Occident est titillé, moi je pense que nous avons toutes les chances. Et quand j'écoute, je finis par là, quand j'écoute les chefs d'État, et c'est tout ce que la CEDEAO n'a pas pu faire depuis 50 ans qu'ils sont en train de faire. Ils parlent déjà de suppression des barrières douanières, ils parlent de l'AES des populations, ils parlent là autant de choses qui sont des gages de bonne volonté et en tout cas des signaux qui rassurent quant à l'avenir et quant à la surviabilité de l'AES pour aller à la Confédération et un jour aller à la Fédération. Alors, docteur et monsieur Chombiano, en quelques mots, les chances de réussite de la Confédération. Les chances de réussite de la Confédération sont d'abord, à mon avis, la solidarité entre les trois hommes, les trois leaders. D'abord, les trois initiateurs de l'AES, à savoir le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tchani Abdraman. Ce sont déjà ces trois leaders-là, ces trois qui tiennent le volant AES là. C'est d'abord eux la première chance de réussir de l'AES. Parce qu'ils sont sur la bonne voie, ce sont eux qui sont en train de conduire, qu'ils continuent à se concerter, à mutualiser leurs forces et à aller ensemble. La deuxième chance que je vois, c'est la démographie de l'AES. Et la troisième chance, c'est les ressources que nous avons, que nous allons bientôt mettre à notre profit. Et je pense que les autres chances, comme l'a dit le docteur, ce sont les relations. Parce que nous allons bientôt étendre les relations, nous allons diversifier encore plus, aller au-delà de ce que nous avons. Et heureusement que déjà les BRICS sont avec nous. Et je pense que d'autres portes vont s'ouvrir. Et donc ça va permettre à l'AES d'encore réussir ce qu'il est en train de faire. L'avez dit en quelques mots. La même question, mais très rapidement. Oui, pour moi, les chances, il faut le dire, hein, déjà il y a une certaine cohésion au sommet entre les trois chefs d'État. Il faudra que les différents peuples de ces différents États-là, donc du Mali, du Niger et du Burkina, suivent le pas. Il faudra que, en tant que peuple, à l'intérieur de nos différents pays, les mêmes ennemis, puisque nous avons qu'un même ennemi, extérieur et intérieur, il faudra que nous puissions conjuguer aussi nos efforts pour faire face à cette offensive, disons à ces attaques communicationnelles perpétrées par l'impérialisme et ses servants locaux. Il faudra que, en tant que peuple de l'AES, nous réalisions qu'il y a une nouvelle dynamique qui est là et que nous devons avancer ensemble et que dans ce chemin-là, il y a des sacrifices à donner et accepter, consentir ces sacrifices-là derrière nos différents chefs d'État et bien sûr avec tout ce que les autres ont dit en termes de cohésion, en termes de conjugaison diplomatique et tout, que les choses puissent suivre dans ce sens. Rappelons que l'AES peut être considérée comme l'une des plus... Alors, très rapidement, on n'a vraiment plus pas de temps. Oui, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. En fait, bon, moi je parlais ici de mettre en place des organes, mais un élément aussi assez important, c'est au niveau des populations, comme il a souligné. C'est-à-dire qu'il faut travailler ici à déconstruire toutes les barrières qui existaient au niveau des populations, voilà, pour permettre donc le rapprochement. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne faudra pas que ce soit un AES qui se tisse au niveau du sommet, mais plus à la base. C'est-à-dire qu'un vrai travail de sensibilisation devrait être fait pour amener ici les gens, c'est-à-dire à changer le regard que les populations portaient entre elles. Que les Nigériens travaillent à changer le regard que les Nigériens portent sur les Burkinabés et que les Burkinabés, on travaille à changer le regard que les Burkinabés portent sur les Nigériens ou les Maliens. Ça, c'est un travail qu'il faut faire à la base. Voilà, de sorte à changer ici les représentations que nous avons les uns envers les autres et réinstaller, renforcer la conscience donc, de l'AES. La conscience est déjà là, mais il faut renforcer cette conscience et amener les gens à penser AES. Ça, c'est un travail qu'il faut faire.
Voilà. Absolument. Voilà donc qui est bien dit. Oui. Merci docteur. Rappelons que l'AES peut être aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes créations politiques africaines. L'AES, c'est près de 3 millions de kilomètres carrés, plus de 76 millions d'habitants, une population très jeune avec d'immenses ressources minières et énergétiques. Docteur Olo Pépin, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, docteur Hyacinthe Ouedraogo. Vous êtes le coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci d'être passé. Merci. Merci à vous, monsieur Amadou Ahmed Djombiano. Vous êtes le président du collectif des Amis du Faso. Merci d'être passé. Merci à vous également. Et enfin, Labidi Naba, un habitué de ce plateau, il est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Merci d'être passé, Labidi. Merci, monsieur Davira, et merci à tous. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'être restés tout au long de cette émission et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité.